Alors, qu'est-ce que la WIP? La WIP, c'est un organisme d'intérêt public qui est placé sous la tutelle de la ministre de la Santé. Et la WIP propose en fait des aides bien spécifiques, des aides pour faciliter l'intégration de la personne en situation de handicap. Ce sont des aides à l'emploi, des aides à la formation, des aides pour des interventions financières dans l'acquisition de matériel qui vise à favoriser l'autonomie au quotidien de la personne handicapée. La WIP agrée et subsidie aussi des services qui accueillent, hébergent, emploient, forment, conseillent et ou accompagnent des personnes en situation de handicap. Alors le public cible, tel que défini par le décret fondateur de la WIP, je le lis avec vous, c'est toute personne mineure ou majeure qui présente une limitation importante de ses capacités d'intégration sociale ou professionnelle suite à une altération de ses facultés mentales, sensorielles ou physiques qui engendre la nécessité d'une intervention de la société. Alors, élément important que vous devez absolument retenir, c'est que toutes les aides qui peuvent être octroyées pour la WIP le sont sur base d'un dossier qui est introduit par la personne avant l'âge de 65 ans. Alors, où introduire sa demande d'aide? Il y a des bureaux régionaux qui sont répartis tout autour dans la région wallonne. Il y a également un numéro gratuit et un site internet qui sont à votre disposition. Ceci étant, il y a un stand ici juste à côté où mes collègues se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions concernant le sujet. Alors, vie relationnelle, affective et sexuelle. Qu'est-ce que la WIP vient faire ici dedans? Tout d'abord, comme je l'ai dit, la WIP vise l'intégration. Et cette notion, ça passe par la reconnaissance que la personne en situation de handicap est comme tout autre individu aussi une personne sexuée. Les arrêtés qui mettent en place la WIP signalent que le service, l'institution, le service d'hébergement garantit l'indépendance et la liberté de choix de la personne. Et ça, pour moi, c'est le point de départ, c'est le respect de choix de la personne handicapée qui va lui permettre de décider comment elle veut organiser sa vie relationnelle, affective et sexuelle. Au départ, il y a une charte qui a été mise en place par des ministres au début des années 2000. Ça a été le point de départ de l'étude de la question. Il y a eu par la suite désignation d'un référent au niveau de la WIP. Et en 2012, un colloque qui s'est appelé Plaisir de choisir, quel choix possible dans la vie affective et sexuelle des personnes handicapées. Ça a été la relance de la réflexion au niveau des autorités politiques et administratives. Un groupe de travail s'est mis en place et a élaboré des recommandations et élaboré un rapport à l'attention des autorités qui vont devoir se prononcer sur ce sujet. Et je vais vous donner ici quelques lignes clés du plan d'action qui est mis en place. Premier point, promouvoir la rénovation des établissements d'hébergement et dans ce cadre, la généralisation des chambres individuelles. Pourquoi? Pour garantir l'intimité de la personne, mais aussi prévoir des possibilités pour que des couples se forment. Deuxième point, la mise en place de partenariats avec des associations représentatives de personnes handicapées, et notamment toutes les associations qui ont une visée de sensibilisation. On a parlé tout à l'heure d'une brochure, une charte pour agir. Cette brochure qui a été éditée au début des années 2000 n'est plus tout à fait d'actualité. Et donc, on va l'actualiser en intégrant la dimension de choix. Point suivant, c'est la mise en place de formations dans ce domaine à destination du personnel des services agréés par la WIP. Il faut savoir que le dernier catalogue de formation à destination des services prévoit déjà des modules bien spécifiques concernant cette thématique. Ensuite, la création d'un centre de ressources qui est chargé d'offrir une documentation, des outils, des méthodologies, des formations et des informations concernant ce thème. Il faut savoir que ce centre de ressources vient d'obtenir l'aval du gouvernement wallon et fonctionne déjà
depuis quelques jours maintenant. Enfin, l'affirmation du droit à une vie relationnelle, affective et sexuelle dans le projet de service des établissements d'hébergement. C'est une résolution qui vient d'être prise par le gouvernement wallon et pour laquelle les services audit de qualité vont veiller à ce que ce soit effectivement bien effectif dans les services. Alors c'est bien de réglementer, mais n'oublions pas que l'amour c'est un droit privé et que comme tout droit privé, il faut laisser beaucoup de liberté. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vais maintenant laisser la parole à Madame Cornet. Voilà. Est-ce que tout le monde m'entend? Je n'ai pas l'impression. Ah. Comment est-ce que je fais pour passer d'une dia? Juste toucher. Hein. Voilà, bonjour. Merci. Bonjour à tous. Merci aussi d'être là si nombreux. Ça fait vraiment plaisir et merci aux organisateurs de nous avoir conviés et de pouvoir être parmi vous. Alors je vais ici très brièvement faire une petite lecture de la manière dont nous avons vécu les choses du côté du terrain en matière d'évolution de la question et du traitement de la question de la vie affective et sexuelle des personnes handicapées. Il y a bien d'autres lectures possibles. Moi, j'ai pensé que j'avais peut-être en face de moi des personnes qui appartenaient aux soins de santé, qui étaient les professionnels ou les futurs professionnels de soins de santé. J'ai donc un peu orienté et tenu compte de ça aussi. Alors, voilà. En fait, donc, je représente un centre de ressources qui est installé à la Fédération laïque des centres de planning familial depuis juin 2009. C'est un centre qui est subsidié principalement par la région bruxelloise. L'objectif principal est de promouvoir l'accès des personnes handicapées aux droits sexuels et reproductifs dans les meilleures conditions possibles. Nous tenons énormément à garder le contact avec la parole des personnes handicapées. C'est souvent des intermédiaires et nous avons parfois cette tendance aussi, ce sont des professionnels qui parlent à leur place. Donc il y a de gros efforts qui sont faits pour rester en contact avec ce qu'elles disent et d'où elles sont. Alors, un de nos gros objectifs aussi est de créer des ponts entre le travail du secteur du handicap et celui du planning familial. Ce que nous faisons là au centre de ressources, en fait, c'est vraiment un centre de soutien. Les personnes sur le terrain sont les centres de planning familial et nous travaillons aussi avec les services du secteur handicap. Information, conseils, orientation, documentation, brochures, aide et soutien dans les questions relatives à la vie affective et sexuelle, énormément de sensibilisation, de formation, des supervisions et des accompagnements d'équipe. En tout cas, nous les soutenons, nous essayons qu'elles soient de plus en plus effectuées par des acteurs locaux, mobilisation des équipes de centres de planning familial, et vous aurez vraiment deux excellents exemples qui vont suivre du travail que ces équipes peuvent faire. Nous coordonnons tout un réseau de personnes ressources avec des médecins, juristes, spécialistes en tout genre. Nous essayons aussi petit à petit de faire des outils adaptés à l'éducation à la vie affective et sexuelle de personnes qui présentent l'un ou l'autre handicap et parfois plusieurs. Et alors, enfin, nous encourageons énormément la création de groupes de parole de personnes, si possible en dehors d'institutions, pour aborder le sujet et bien rester en contact avec les besoins et les demandes des personnes. Toute personne en contact avec une situation de handicap peut faire appel à ce centre pour obtenir des pistes, des orientations, des conseils, une aide, la documentation. Alors voilà, en fait, cette question de la vie affective et sexuelle des personnes handicapées, c'est vraiment pas une nouvelle question. Ce qui est nouveau, c'est finalement le public qui est devant moi, le nombre de personnes qui s'intéressent à la question. En fait, il y a certainement plus de 30 ans que des personnes essayent de faire apparaître cette question et de la faire émerger
sur la place publique. Alors, je reprends une phrase de Marco Di Duca lors d'un colloque en 2008 qui nous a dit « Mais pourquoi est-ce que cette question est d'actualité depuis si longtemps ?» En fait, au moment où j'ai commencé à travailler sur la question, je travaillais dans un centre de référence SIDA. Et à ce moment-là, lorsque nous essayions d'approcher les milieux et le secteur du handicap, on voyait tout de même bien que la vie amoureuse, le désir d'enfant, la vie affective était vraiment beaucoup l'objet de tabous, d'ignorance et objet aussi, enfin, qu'elle était réprimée, tant de la part de l'entourage professionnel que le plus souvent de la part de l'entourage privé aussi, et ceci malgré les signes évidents d'une sexualité active, les signes évidents étant les grossesses, étant des infections parfois aussi. Alors si en 1968 la sexualité s'impose comme un facteur essentiel d'épanouissement pour tous, en 68 on est vraiment très très loin pour les personnes handicapées que cette reconnaissance les touche également. Alors ce qui est très important à comprendre, c'est aussi l'ampleur des abus sexuels dont sont victimes ces personnes, et ça a souvent été ignoré pendant des décennies. On pourrait dire aussi qu'elles sont parfois auteurs d'abus. Et là, je suis très très prudente parce que quand une sexualité n'est pas socialisée, une personne effectivement en arrive à faire des explorations qui peuvent être transgressives. Et avant de prononcer le mot abus, moi je pense qu'on doit réfléchir à deux fois quand il s'agit de personnes en situation de handicap dont la sexualité n'a pas été socialisée. Alors, même si la sexualité faisait l'objet d'un déni et d'une répression, une chose est sûre, c'est que la contraception était généralement imposée, plus ou moins contrainte, en tout cas les pressions étaient bien là. Ça réglait le problème des grossesses et c'était bien la grossesse qui à l'époque était la conséquence la plus visible d'une sexualité clandestine. Alors, une hypothèse, mais il y en a bien d'autres, pour laquelle on pourrait se demander comment ça se fait que ça a émergé si longtemps. Mais moi, j'aime bien rappeler tout de même que la sexualité des personnes handicapées a fait l'objet de nombreux mythes. Peut-être qu'actuellement, on se dit c'est pas possible, ça n'a pas été comme ça. Eh bien, si, on y a quand même assisté. Un mythe suppose l'idée qu'il existe une sexualité normale. Hein, c'est quelque chose qui est très normatif, la sexualité. Nous avons chacun nos propres normes, évidemment. L'idée est que certaines de ces normes sont socialement acceptables, d'autres ne le sont pas. Ce qui est très important, c'est de se souvenir que les personnes qui présentent un handicap lourd ont une déficience d'autonomie, elles dépendent d'autres personnes. Ces autres personnes ont des présupposés par rapport à la sexualité. Et il ne faut pas oublier non plus que toute l'histoire du handicap dans ses débuts était de mettre les personnes handicapées assez en dehors de la société et donc les désirs sexuels pouvaient ne pas apparaître aux yeux de tout un chacun et rester invisibles. Alors, quelques mythes, vous avez le mythe de l'ange ou la bête, la personne, par exemple, qui présente une déficience intellectuelle est quelqu'un qui n'a pas de sexualité et il ne faut surtout pas aller lui mettre ses idées dans la tête, ou au contraire, c'est quelqu'un qui a des pulsions terribles qu'il faut réfréner parce qu'elle ne sait absolument pas le faire. Un autre mythe qui s'est rencontré aussi, c'est que bof, c'est pas tout à fait un être humain et que les abus sexuels sur quelqu'un comme ça, c'est pas si grave. Un autre mythe aussi, c'est que des personnes qui sont mentalement déjà endommagées, si on commet un abus, eh bien ma foi, comme ça ne sait plus avoir des conséquences aussi terribles, il y a déjà des dégâts. C'est assez dramatique, mais moi j'aime bien rappeler que ces pensées ont circulé dans la tête des gens. Je crois qu'il faut se souvenir d'où on vient pour savoir un petit peu où on veut aller. Voilà, quelques mythes, et je préfère ne pas m'y attarder parce que finalement, comme on l'espère, ce ne sont que des mythes. Alors moi, j'aime bien aussi rappeler que bien avant que cette question ne soit un sujet dont on ose parler comme ça devant autant de gens, il y a eu des précurseurs, il y a eu des gens qui, il y a plus de 35 ans, ont essayé dans leur service de faire émerger ce souci, et que ces personnes n'ont pas toujours été bien reçues, bien entendu. Et donc là où on en est aujourd'hui, c'est un très, très lent cheminement.
Par exemple, quand on lit la phrase « les médecins qui ont fait des déclarations audacieuses », je pense par exemple à un docteur spécialiste de l'autisme qui en 1996 est venu faire une conférence à Bruxelles où il a dit devant les parents « les enfants autistes, il faut que vous leur appreniez à se masturber pour qu'ils arrivent à le faire sans s'octroyer de dommages, sans se blesser, sans se mutiler, que ce soit des garçons ou des filles. » Bien entendu, qui va faire cet apprentissage, ça reste encore actuellement une question ouverte. Je vais vous parler de quelques points de repère en région bruxelloise, mais sans m'éloigner très fort de la région wallonne tout de même. Ah, ça c'est pas tout à fait dans l'ordre ici. Je voudrais bien revenir en arrière. Ouais, c'est pas dans l'ordre. Alors, une petite date que j'aime bien rappeler, c'est qu'en fait, dès 1992, des personnes handicapées mentales se sont présentées pour des dépistages pour le virus responsable du sida. Donc, c'est quand même déjà assez ancien, il y a plus de 20 ans. Il y a eu plusieurs réactions. À un moment donné, une institution ici qui est située à Vielsalm, en Wallonie, a refusé une personne mentalement handicapée et découverte séropositive, et cette institution s'en est beaucoup fait de devoir exclure quelqu'un alors que tout leur travail était justement de lutter contre l'exclusion des personnes en situation de handicap. Ils ont fait un colloque pour vraiment faire émerger cette question-là. Et cette institution, ainsi que les centres de référence responsables du sida, ont vu arriver de plus en plus de personnes contaminées et atteintes de handicap et ont interpellé à ce moment-là les autorités subsidiantes en la matière, les administrations, la WIP pour la région wallonne et le service phare pour la région bruxelloise. Et je dois dire que la réaction a été vraiment très rapide. Tout un groupe de travail s'est mis sur pied avec des institutions, avec des personnes représentantes de personnes handicapées, des médecins, des juristes, des personnes de centres de référence, un panel pluridisciplinaire, et ça a donné lieu à ce dont M. Neil vous a parlé tout à l'heure, qui est la charte pour agir, qui date de 2001. Ce qui est très important avec cette charte pour agir, c'est qu'elle se veut comme étant le lancement de tout un mouvement qui doit continuer. Alors, entre-temps, il y a aussi eu une enquête européenne qui met en évidence l'absence totale de prévention vis-à-vis des maladies sexuellement transmissibles dans l'ensemble des services. Rappelons quand même qu'en France, en 1996 déjà, il y avait une circulaire ministérielle qui imposait aux services de se préoccuper de l'éducation à la vie affective et sexuelle et de la prévention des maladies sexuellement transmissibles dans les services pour les personnes handicapées. Je passe rapidement cette recherche. Donc, les résultats, entre autres, je n'ai pas repris tous les résultats de cette recherche assez vaste, mais vous voyez qu'à l'époque, en 2000, 74,7% des services de la région wallonne et de la région bruxelloise n'avaient pas mis en place pour les bénéficiaires une politique de prévention pour les personnes en situation de handicap. Alors, revenons un petit peu à la charte pour agir. C'est donc un document qui émane de professionnels confrontés à la réalité de personnes handicapées et des professionnels du monde du sida, donc des travailleurs de soins de santé, médecins et infirmiers, qui étaient très inquiets de la lente prise de conscience de cette problématique. La charte pour agir a été signée à l'époque par 3 ministres, le ministre des Affaires sociales et de la Santé de la région wallonne, le ministre en charge de la politique des personnes handicapées de la région bruxelloise et la ministre de la Santé et de l'aide à la jeunesse du gouvernement de la communauté française. Les mots-clés de la charte, personnes handicapées, droits fondamentaux, vie affective et sexuelle, sida, maladies sexuellement transmissibles, intégration et prévention. Ce que moi je retiens, c'est que c'est quand même un des premiers documents qui n'est qu'une déclaration de principe, mais qui dit les personnes en situation de handicap ont le droit à une vie affective et sexuelle. C'est une reconnaissance d'un droit. Alors, les recommandations, c'est bien entendu la sensibilisation, l'information,
et surtout aussi l'application des mesures d'hygiène universelles. À l'époque, c'était encore quelque chose aussi qui n'allait pas de soi. Reconnaître les droits de la personne, inclure la dimension vie affective et sexuelle dans le projet individuel de la personne et intégrer cette dimension individuelle dans le projet pédagogique. Donc vous voyez que depuis, petit à petit, ça date de 2000, on y arrive, il a encore fallu 14-15 ans pour y arriver. Ça, c'est peut-être moins important. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la suite de la charte pour agir, qui était donc commune à la région wallonne et à la région bruxelloise? Eh bien, en région bruxelloise, la ministre responsable des personnes handicapées a décidé de remettre les professionnels au travail. Et en 2008 et 2009, 6 journées de réflexion ont été organisées à destination des professionnels du secteur handicap et des professionnels du secteur centre de planning familial. Ce qui était assez intéressant, c'est que les orateurs étaient pour la plupart des personnes handicapées. On était donc très loin de colloques et de transfert du savoir. C'était les personnes handicapées qui étaient mises au travail. Alors, à l'origine du projet, c'était un appel à l'aide des professionnels. Il faut savoir que tous ces projets, il y a plein de personnes derrière. Ça, je passe assez rapidement, mais j'aime bien rappeler que personne n'est jamais tout seul et que tout seul, on n'avance pas beaucoup. Et le fil conducteur du projet, ce n'est pas la sexualité des personnes handicapées, parce que comme m'a très bien dit une personne atteinte de handicap mental, Fabienne, pourquoi est-ce que tu n'organises pas une fois une journée sur la sexualité des psychologues? En fait, ce n'est pas tellement ça qui nous intéresse, mais c'est que ce que nous avons à faire là. Hein, en tant qu'aidant indispensable pour un tas d'actes, quelle est notre place face à une demande du personne? Qu'est-ce qu'on fait et quelle est notre place? Autrement dit, ce travail, c'est d'abord sur les accompagnants qu'il doit se faire, et c'est ce que mes collègues vous raconteront d'ailleurs. À la suite de ces journées, je vais être assez brève maintenant, il y a eu 3 résultats. En 2009, un arrêté a créé un comité de référence qui est un comité multidisciplinaire avec juristes, médecins, représentants de personnes handicapées, représentants de la vie affective et sexuelle, et quiconque qui a un souci, soit par rapport à une situation, soit par rapport à une question générale difficile, par rapport à une question qui relève de la sexualité des personnes handicapées, peut demander un avis à ce comité qui ne va pas dire ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, mais qui va dire que ce que la loi permet, le souci médical là-dedans, et qui va envisager la question de manière multidisciplinaire. L'avis est confidentiel si la situation est particulière et il est publié si la situation est une situation générale. Il a créé aussi un centre de ressources, qui est donc le centre de ressources qui est coordonné au sein de la Fédération laïque et dont je vous ai parlé au début de la journée. Et enfin, il y a eu aussi un petit changement dans l'arrêté qui fixe l'agrément des centres de jour et des centres résidentiels. Et ce changement est quand même important, puisque c'est un arrêté qui fixe les règles de subsidiation et où il apparaît maintenant clairement que ces services ont à prendre en compte la dimension affective et sexuelle des personnes. C'est donc un très très long chemin qui a été fait depuis 30-35 ans. Enfin, je voudrais vous signaler que nous avions organisé avec le service phare un salon, Plaisir, Sexualité, Handicap et moi et vous. Ce salon était destiné prioritairement aux personnes handicapées. Nous avons dû refuser plus de 200 personnes, il y en a 500 qui sont passées, énormément de personnes handicapées, quelques professionnels, des accompagnants aussi. Il y avait des débats auxquels ils ont participé, des ateliers relooking, estime de soi, speed dating, débats sur la masturbation, débats sur l'assistance sexuelle. Il y avait un service flamand d'assistance sexuelle qui était présent, énormément de stands, y compris des stands de services généralistes. Des services qui ne sont pas destinés aux personnes handicapées, mais que nous avions envie de mettre là pour qu'elles se sentent elles aussi concernées et se disent « mais c'est vrai, c'est un public ». Je pense par exemple au stand de la plateforme Prévention SIDA, au stand tel quel, qui est un stand au niveau de l'homosexualité. Et ces stands ont eu un succès fou. Donc je crois que là, on a vraiment un message. Les personnes en situation de
handicap sont prêtes, sont curieuses et demandent de l'aide. Et donc, je pense que notre devoir à ce moment-là est de tendre des perches pour bien sentir leurs besoins et voir la manière dont nous avons y répondre de manière la plus professionnelle possible, mais aussi la plus humaine possible. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Comment je fais pour changer? Bonjour à tous, moi c'est Marie Colly, je suis psychologue au Centre de planning familial Aurore Carlier à Comines. Donc juste pour ceux qui ne sauraient pas, un centre de planning familial s'occupe de toutes les questions liées à la vie affective, à la vie relationnelle, à la vie sexuelle et familiale pour tout public. Et donc nous avons plusieurs missions qui vont de l'information, de la sensibilisation, mais aussi de l'accompagnement de personnes. Donc moi, au centre de planning à Comines, j'ai plusieurs fonctions. Une première est d'assurer des permanences d'accueil et donc de recevoir des personnes tout venant pour des informations, pour des demandes de rendez-vous, pour des choses comme ça. Mais aussi, je fais des consultations psychologiques et ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc des animations. Animations qui sont dans un premier temps plus orientées pour un public d'adolescents dans les écoles secondaires. Nous avons maintenant aujourd'hui de plus en plus d'écoles primaires qui font appel à nous, donc pour des questions de puberté dans les fins de primaire, mais également chez des beaucoup plus jeunes élèves pour des questions de place dans le groupe, des questions de gestion d'émotions, de connaissance de soi et de son corps. Un public adulte, nous en avions aussi, mais jamais de public de personnes en situation de handicap. Jusqu'à il y a 3 ans, où un centre de jour et centre résidentiel, donc qui se situe à Comines, a fait appel à nous. Dans un premier temps, ils souhaitaient qu'on vienne faire quelques animations ponctuelles par rapport à des incidents récurrents. Oui, j'ai oublié mon PowerPoint, pardon. Donc, par rapport à des incidents récurrents qu'ils rencontraient avec les personnes, avec leurs résidents. Et donc, les incidents étaient par exemple des masturbations en public, dans la salle de télé, par exemple le soir, des manques de pudeur, donc des personnes qui ne fermaient pas la porte de la douche ou qui ne fermaient pas la porte des toilettes. Ou des mains baladeuses, par exemple. C'était des incidents de ce style-là. Et donc, ils souhaitaient qu'on puisse intervenir ponctuellement quelquefois par rapport à ça. Chose qui nous préoccupait un petit peu parce que finalement, ce qu'on nous demandait, c'était de faire un rappel aux règles qu'il y avait dans l'institution, quelque part un rappel à la loi, ce qui n'était pas notre mission au départ. Et donc, on a rencontré l'équipe du centre à plusieurs reprises pour bien comprendre leurs besoins et comprendre ce qu'ils attendaient de nous. Et là, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas encore vraiment eu de réflexion par rapport à la vie affective et sexuelle au sein de l'institution, en fait. Parallèlement à ça, presque au même moment, la région wallonne a fait un appel à projet pour soutenir des projets sur le thème handicap et vie affective et sexuelle. Et donc, on est retourné voir ce centre en demandant si ce ne serait pas pertinent qu'on rentre un projet ensemble, quelque part. Ce projet devait être porté par des centres de planning, mais avec eux, eux étant experts dans le domaine du handicap et nous plutôt dans le domaine de la vie affective et sexuelle. Et donc, le centre était partant. Et donc, on a mis en place avec eux un projet avec essentiellement 3 objectifs. Le premier, c'était vraiment d'ouvrir le débat par rapport à la vie affective et sexuelle des personnes handicapées mentales au sein de leur institution, mais aussi avec les parents de leurs résidents. Un deuxième objectif était finalement de stimuler la définition de cadres et de projets concrets dans leur institution. Il ne fallait pas simplement ouvrir le débat, on voulait aussi arriver à des choses concrètes. Et puis, un troisième objectif était d'accompagner les personnes en situation de handicap, donc dans ce centre essentiellement handicap mental, les parents et les professionnels sur du plus long terme par rapport à ces questions-là.
Et donc, on voulait que le planning, en tout cas dans notre commune, puisse être identifié comme un lieu ressource pour les familles et pour les professionnels, pour les personnes en situation de handicap, par rapport à cette question de la sexualité. En fait, au planning familial, on accueille du tout public, mais on n'avait jusque-là jamais accueilli un public de personnes en situation de handicap mental. Donc notre projet a été accepté. Pour ce faire, on a pu bénéficier d'une personne à mi-temps pendant une année pour nous accompagner dans ce projet-là. On a pu bénéficier également du financement d'une personne ressource, donc une personne qui était vraiment spécialisée dans le domaine du handicap et de la sexualité, qui est venue superviser l'équipe et nous-mêmes pendant 12 heures dans le cadre de ce projet. On a pu acheter du matériel et puis nous avons pu, nous en tout cas, travailleurs de planning, nous former au handicap et à la sexualité. Donc, dans un premier temps, on a mis en place donc, les réunions de réflexion. On a rencontré encore 2-3 fois l'équipe de travail pour préparer la supervision avec la personne ressource. Et donc, là, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de peur par rapport à la sexualité au sein de l'équipe. Donc, il y avait beaucoup de peur par rapport au fait de concilier des vies de couple, si des couples venaient à se former dans l'institution, avec la vie institutionnelle, ce qui n'est effectivement pas évident du tout. Comment concilier des moments d'intimité sans mettre à mal la vie de l'institution. Il y avait aussi beaucoup de peur par rapport à la réaction des parents, des résidents. Résidents qui sont en situation de handicap mental et qui sont pour la plupart surprotégés par leurs parents parce que fragilisés depuis la toute petite enfance. Et donc, c'est peut-être difficile pour ces parents d'imaginer une sexualité. Et puis, beaucoup de peur aussi de ce que notre action pourrait susciter chez la personne handicapée. Et donc, ça fait vraiment référence au mythe dont parlait Fabienne dans son exposé tout à l'heure. Quel genre de sexualité va émaner si on ose en parler finalement. Voilà. Suite à tout ce débat avec la personne ressource, nous avons pu mettre en place une petite cellule de travail avec 2 personnes du centre de jour et puis 2 personnes de notre équipe à nous pour pouvoir travailler sur la définition de cadre et donc réaliser une charte qui devrait être adoptée par l'institution par rapport à cette vie affective et sexuelle. Et donc pour ce faire, on s'est basé sur la charte pour agir dont a parlé Fabienne aussi, mais également sur la déclaration des droits de l'homme. Et donc dans les points de la charte, nous avions 6 points. Le premier me semble vraiment être le point central et le point le plus important de ce document, c'est le respect de l'intimité et la vie privée. Donc chose qui n'est pas du tout évidente en institution. Les personnes vivent tout le temps en groupe et ne sont quasiment jamais seules à part pour dormir. Même quelquefois pour se laver, elles ne sont pas seules. Et donc comment pouvoir respecter une certaine intimité chez ces personnes-là. Et donc, pour donner un exemple très concret de ce qui a été mis en place, c'est des petits cartons rouges que les résidents peuvent mettre sur leur porte, donc dans le centre résidentiel, lorsqu'elles ne veulent pas être dérangées du tout. Bien entendu, c'est dans certains créneaux horaires, elles doivent participer aux activités, etc. Mais quand le carton rouge est mis, les éducateurs, l'équipe de professionnels, mais aussi les autres résidents ne peuvent même pas aller frapper à la porte pour demander quelque chose. Donc ça, c'est une réflexion qui n'avait pas eu lieu encore jusque-là. Alors en point 2 de la charte, il y a l'accompagnement des couples. Et donc il est dit que les personnes, les résidents ont une liberté de choix par rapport au couple, ce qui n'était pas évident non plus au départ. Il est juste rajouté pour peu qu'il y ait un consentement mutuel, naturellement, des 2 personnes. Alors, et en 3e point, nous avons aussi discuté que le centre laissait une place à la vie affective et sexuelle. Et donc, il fallait parler de contraception, de maladies sexuellement transmissibles, de visite chez le gynécologue. Ça, c'était des choses qui existaient déjà au sein de cette institution. Malgré qu'il n'y avait finalement pas de vie affective, mais la contraception et le gynécologue, etc., existaient déjà.
En quatrième point, il est dit qu'il faut aussi que l'institution laisse une place à l'information et à l'éducation sexuelle. Les résidents avaient droit à une éducation sur la sexualité, chose que pour la plupart, aucun d'entre eux n'avait jamais eue auparavant. Et donc l'équipe d'éducateurs s'occupe de cette éducation et de cette information, le psychologue. Des animations sont prévues avec notre centre de planning familial et des psychologues et des professionnels extérieurs également. En cinquième point, il est rappelé le secret professionnel. Donc ce qui se passe dans l'institution ne doit pas être rapporté ni aux parents ni à personne d'autre. Et surtout, ce qui est beaucoup plus important encore, parce que le secret professionnel c'est quelque chose de très courant, mais il est aussi dit que l'équipe doit faire très attention au partage de l'information entre professionnels. Et donc, il y a des informations qui relèvent plus du babillage finalement que d'informations utiles à transmettre à l'équipe suivante au sein du centre. Que par exemple un tel a fait un clin d'œil à un tel ou un tel a été dans la chambre d'un tel, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour le travail professionnel. Or, ce sont des informations qui circulent dans les équipes si on n'y prête pas attention et qui ne respectent donc pas l'intimité de la personne. Et donc, dans la conclusion de cette charte, il est mis que ce travail est une base, qui doit bien entendu s'adapter à chaque personne, qu'il faut de la souplesse dans le travail, que l'équipe se donne une obligation de moyens, mais pas une obligation de résultats, et puis que le respect de l'intimité devait rester au cœur du bon fonctionnement de la charte et de l'institution. Alors, parallèlement à tout ce travail avec l'équipe, qui était vraiment le travail le plus important, on avait déjà commencé des animations avec les résidents. C'était la demande quand même initiale qu'on nous avait adressée. Et donc, on a commencé à adapter l'outil qui a été créé à l'Université de Namur par l'équipe du professeur Mercier, donc des femmes et des hommes. On l'a adapté et on avait commencé des animations. Donc, il y avait 24 résidents en centre de jour. On les avait divisés en 4 groupes. Donc, on avait vraiment des très petits groupes de travail. Et on les voyait une fois tous les 15 jours pour travailler la connaissance de soi et des autres, les émotions, enfin des choses assez courantes dans un premier temps, tant que la charte n'était pas encore acceptée par l'institution. Le fait de s'affirmer, la confiance en soi, s'affirmer avec son corps, la connaissance du corps, l'essence, le corps nu, l'intimité, puis on en est arrivé aux relations d'amitié et d'amour, quelle est la différence et puis finalement, une fois que la charte a été acceptée au sein de l'équipe, nous avons pu vraiment commencer des animations concernant la sexualité, concernant la contraception, les maladies et aussi concernant la parentalité. Et puis nous avons été à la rencontre d'autres services pour nous faire connaître par rapport à ce travail. Donc un tout dernier point, c'est et après, eh bien, ces animations sont amenées à continuer au sein du centre. On ne sait pas encore vraiment sous quelle forme. On souhaiterait un atelier mensuel pour que les personnes puissent s'exprimer, pour laisser un espace de parole par rapport à cette vie affective et sexuelle. Mais on ne sait pas encore si on le laisse libre, si les personnes sont obligées d'y venir. Tout ça est encore à discuter. Tout le volet de discussion avec les parents n'a pas été abordé à ce jour et donc il y a encore tout ce travail-là à faire, d'aller à la rencontre des parents. Mais en tout cas maintenant au niveau de notre centre, nous accueillons un couple qui s'est formé au sein de cette institution suite aux animations et qui vient nous voir de façon très ponctuelle, surtout par rapport à des questions très concrètes liées à la sexualité. Et puis nous avons pu faire des suivis psychologiques de personnes en situation de handicap mental, chose qu'on ne faisait pas non plus auparavant. Merci de votre attention. Et comment est-ce qu'on change de... Ah, tout simplement. Vous en avez pour un petit quart d'heure oui, c'est ça, on va essayer. C'est bon là? C'est bon? Bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Sophie Laurière, je suis assistante sociale et je travaille au centre de planning familial de Fléron. Comme l'a dit Marie, le centre de planning familial a dans ses missions la prévention. Alors,
je vais essayer de suivre un petit peu. Dans la prévention, jusque plus ou moins en 2003, on travaillait dans différentes écoles primaires, secondaires, avec des groupes d'adultes, mais on n'avait jamais reçu de demande de l'enseignement spécialisé. Et puis, 2 écoles proches en fait, du centre de planning nous ont interpellés en nous rapportant les, les, le comportement à risque de certains de leurs élèves, le fait qu'ils se retrouvaient parfois dans un entourage familial sans réponse à leurs questions, sans ressources, et avec pas forcément d'informations sur les relais ou sur les organismes où ils pouvaient s'adresser. Alors, eux avaient connaissance des animations qui étaient organisées dans d'autres écoles et avaient le souhait de mettre en place ce même genre d'animation pour eux et d'avoir des relais extérieurs. Seulement à l'époque, c'est vrai qu'il y avait peu de centres ou pas de centres qui étaient prêts à intervenir dans l'enseignement spécialisé ou formés par rapport à l'intervention dans ce cadre-là. Alors, pour nous, quand on a reçu la demande, on s'est dit que c'était le droit de tout le monde, effectivement, d'avoir accès aux animations en vie affective et sexuelle. Que pour nous, ça nécessitait en tout cas d'être sensibilisé et formé pour pouvoir intervenir, et du coup d'adapter un petit peu le contenu et les outils, peut-être des animations qu'on réalisait. Donc on s'est formé. Et on a proposé en fait aux écoles les objectifs que l'on s'était fixés, c'est-à-dire de ne pas intervenir de manière ponctuelle face à une demande, plic-ploc comme ça dans une classe, mais plutôt d'essayer de créer un projet au sein de l'école où est identifié peut-être le rôle de chacun, puisque dans l'école, il y a une direction, il y a une équipe enseignante, il y a l'intervention du PMS, il y a des éducateurs, et donc d'essayer de voir quelle est la place de ce projet-là. Et pour nous, au niveau des élèves, qu'ils puissent se retrouver dans un espace sécurisant pour pouvoir aborder toutes les questions qu'ils se posent par rapport à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et évidemment, en fonction des élèves qu'on avait, de leur proposer un vocabulaire et des contenus adaptés. Alors, dans la rencontre qu'on effectuait avec l'école, on essayait en tout cas de pouvoir clarifier quelle était la demande, quelle était la place et le rôle que pouvait tenir chacun au sein de ce projet-là, de pouvoir avoir des informations sur les classes, sur leur dynamique, et de pouvoir réfléchir ensemble à la mise en place de ce projet-là. Donc de se voir au début, d'avoir la réalisation des animations et de pouvoir les évaluer après, d'avoir du temps pour pouvoir préparer et organiser ces outils. Et c'est vrai que nous aussi, on a introduit un projet pilote au sein de la région wallonne, et c'est ce projet qui nous a permis d'étendre en fait nos formations, puisqu'une formation, on en a une de base, on en a suivi, mais ça nécessite un processus continu. On a eu plus de moyens aussi pour réfléchir en collaboration avec d'autres centres et de pouvoir avoir un peu plus de temps pour créer des outils et les élargir en tout cas aux différentes demandes que l'on avait. Alors, je vais laisser parler ma collègue. Bonjour, donc Stéphanie Gonti, donc je travaille aussi au planning familial de Fléron avec Sophie. Alors, les types d'enseignement qu'on a ciblés et qu'on cible actuellement, donc c'est l'enseignement type 1, donc qui concerne les élèves qui ont un retard mental léger, l'enseignement type 2, les élèves qui ont une déficience mentale modérée à sévère, l'enseignement type 3, donc les enfants caractériels présentant des troubles du comportement, et l'enseignement de type 8, qui concerne les troubles instrumentaux, donc les troubles spécifiques de l'apprentissage. Alors concrètement, comment s'organise notre travail au sein des écoles et qui fait peut-être aussi la différence de notre intervention dans l'enseignement spécialisé par rapport à l'enseignement traditionnel, c'est qu'on est particulièrement attentif à créer des petits groupes d'élèves avec un maximum, c'est une moyenne, mais de 8 élèves par groupe,
et qu'on va créer en réflexion avec les enseignants et l'équipe éducative, réfléchir à la création de ces groupes, hein, soit des groupes classes ou séparés filles-garçons quand ça se justifie en fonction des thèmes, voilà, en fonction de la problématique des élèves. Donc il y a un travail de création de ces groupes. Alors on utilise aussi des outils différents et beaucoup plus nombreux. Donc on a systématiquement, dans la plupart des cas, recours à des outils qu'on crée au fur et à mesure ou qu'on va chercher aussi dans des centres de documentation. Alors on réalise en général un plus grand nombre de séances. On est en général, on oscille en fonction de notre disponibilité, des écoles dans lesquelles on va, on oscille entre 3 et 5 séances. 3 c'est un minimum. On utilise aussi un langage simple sans trop donner d'informations en même temps, donc on ne va pas privilégier le contenu parce que parfois on est confronté à des capacités de mémorisation limitées ou une difficulté de compréhension, et donc si on noie les élèves dans du contenu, en général ça les met plutôt dans un flou et on passe à côté, je pense, de l'animation. Alors on retourne en général dans les écoles, c'est un projet d'école, et donc on retourne chaque année dans les écoles, et donc il y a des groupes classes qu'on est amené à revoir régulièrement chaque année, et donc pour nous la répétition est nécessaire. Alors on allie souvent le visuel au verbal, c'est important d'avoir recours au visuel par des photolangages ou alors la mise en mouvement, des jeux de rôle pour permettre aux élèves d'accrocher, de se concentrer aussi sur les thématiques qu'on leur amène. Alors, on installe aussi souvent un rituel en début de séance et en fin d'animation. Alors, ça peut être l'utilisation de smileys pour permettre aux élèves de dire comment ils se sentent. Ça peut être un rituel de présentation. Et ça en début et en fin de séance pour rassurer les élèves et pour instaurer vraiment l'animation. Alors, en général, je le préciserai après, mais donc le professeur est absent de l'animation pour permettre aux élèves de vivre un moment sans le cadre quelque part scolaire de l'école et de permettre d'identifier le planning comme une ressource extérieure auquel ils pourraient faire appel à l'aide aussi en dehors de l'école ou accompagnés par l'école, par une infirmière du PMS ou autre. Alors, on a créé au fur et à mesure une trame, en ce qui concerne les thèmes d'animation, on a créé au fur et à mesure une trame qui nous sert un petit peu de fil rouge ou de guide pour créer les animations. Vraiment, chaque projet est spécifique à chaque école. Mais voilà, on se base quand même sur cette trame pour avancer dans le respect de la personne et des thèmes. Donc, le premier chapitre concerne l'aspect plutôt se connaître soi-même et donc connaître son réseau, ses personnes ressources, c'est-à-dire les personnes qui vont pouvoir m'aider ou répondre à mes questions en priorité. Quand j'ai un problème, quand j'ai une question à poser, vers qui je vais en général. Donc permettre aux élèves d'identifier ces personnes ressources. On se penche aussi sur les émotions et la capacité d'identifier ses propres besoins. Donc ça, c'est un chapitre aussi important. Identifier ses besoins et ses propres émotions. On privilégie aussi le chapitre qui concerne le corps, donc les changements du corps, et donc toutes les questions qui viennent avec ce changement du corps, l'évolution de ce corps, et donc la grossesse, la conception, les moyens de contraception, les maladies sexuellement transmissibles, et ça c'est en fonction évidemment de la maturité, de l'âge des élèves, et même au-delà de l'âge, d'où sont les élèves et où vont leurs intérêts. Alors, le deuxième chapitre concerne, donc après se connaître soi-même, comment je vais être en relation avec les autres, donc les relations filles-garçons, amitié, amour ou être en couple, quelles sont les différences, comment on voit ces différents mots, comment sont vus ces différents mots par les élèves. Le chapitre suivant, les relations amoureuses, avec au sein des relations amoureuses le volet affectif, mais aussi le volet des relations sexuelles, de l'intimité. Les stéréotypes de genre, donc voilà, quelle image ont-ils de ce que doit être une femme, de ce que doit être un homme, et on constate qu'il y a beaucoup de stéréotypes présents au sein de ce type d'enseignement. Donc la question de l'homosexualité revient aussi souvent. Et enfin, un autre chapitre concerne les limites. Dans ma relation aux autres, quelles sont les limites que je vais me mettre? Est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je peux accepter ou non? Jusqu'où ça peut aller? Donc des thèmes qui sont régulièrement abordés dans les écoles et qui intéressent les élèves, c'est la jalousie. Est-ce qu'il faut quand on aime quelqu'un, est-ce qu'il faut être obligatoirement jaloux? La question de la violence, des prises de risques, etc.
Alors un autre volet qui est apparu aussi au fur et à mesure de nos animations, c'est le volet qui touche évidemment les médias, donc Internet, les réseaux sociaux, dont Facebook, l'utilisation du GSM aussi. Et donc on invite les élèves vraiment à réfléchir ces questions, à voir s'ils sont sur ces réseaux sociaux et qu'est-ce qu'ils décident d'y mettre ou non, et d'attirer leur attention évidemment sur les dérives qu'il peut parfois y avoir sur ces réseaux sociaux. Alors, on a listé un certain nombre d'outils et de livres. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ces outils, ces livres qu'on a été recherchés ou outils que nous avons créés nous-mêmes, vous pouvez nous contacter aussi par ailleurs, parce qu'on est assez limité dans le temps, c'est ça? Je ne sais pas où on est. Ah oui. Alors c'est vrai que par rapport au programme, il apparaît peut-être très détaillé. Maintenant, c'est une trame qu'on a l'habitude d'avoir en tête, mais on part quand même toujours de là où en est le groupe, de leurs questions, de leurs émotions à ce moment-là, et on avance en tout cas avec eux. Et c'est vrai que dans beaucoup de groupes, on rencontre des élèves qui sont en grande difficulté avec les limites, avec la pose de limites, et donc avec une grande prise de risque, souvent effectivement avec une notion d'intimité qui varie, et on se rend compte qu'en fonction des types où on intervient, évidemment, ça nécessitera une réalisation d'animation tout à fait adaptée. C'est vrai que quand on intervient aussi là depuis peu en type 4, donc avec des personnes qui suivent un enseignement tout à fait traditionnel, adapté, mais avec un handicap plus physique, eh bien on en parlera autrement que si on est en type 2 ou en type 1. Oui, donc voilà, effectivement, on adapte vraiment les animations en fonction du type d'enseignement. Donc voilà, on se rend compte qu'au niveau des élèves type 2, je vais faire assez simplifié parce que je vois qu'il est temps. Voilà, la capacité de compréhension ou de mémorisation ou de concentration limitée fait qu'on va privilégier l'aspect du lien avec les élèves, donc de créer un lien avec eux, d'aborder les questions plus liées aux émotions plutôt que d'axer sur le contenu. Donc on a créé des photolangages, on crée des jeux de rôle, des mises en situation. On s'assure qu'ils ont vraiment, on pose des questions pour s'assurer ce qu'ils ont vraiment compris ou ce qu'ils en retiennent, et on essaie de vraiment leur faire dégager leur avis propre, parce que ce qu'on constate, c'est que c'est des élèves qui souvent essayent de faire plaisir à l'adulte, de dire à l'adulte ce qu'il est supposé vouloir entendre, et réfléchissent parfois en fonction de ce que je peux ou je ne peux pas faire. Et donc voilà, on essaie de vraiment les inviter à réfléchir et à se créer un avis propre par rapport à ces thèmes-là. Alors, au niveau de la population d'élèves avec des troubles du comportement, voilà, là, le professeur est souvent présent, voilà, pour une question de cadre, parce qu'il faut effectivement le cadre de l'école, sinon on s'est vite rendu compte que c'était impossible, et il nous est arrivé quelques petits soucis. Donc le professeur est là. Maintenant, on utilise plusieurs outils durant l'animation, parce que ce sont des élèves qui ont souvent une capacité d'attention limitée. Donc on va utiliser sur une heure au moins deux outils. Voilà, pour éviter l'agitation, le sentiment d'ennui, et donc capter leur attention. Et donc, voilà, dans certains cas, on a réussi à travailler sans la présence du professeur en réalisant des ateliers de 20 minutes, où les élèves, systématiquement, après 20 minutes, tournaient et allaient dans un atelier avec un thème différent. Alors, à travers les projets qu'on mène et les contacts qu'on a avec les écoles, on essaye de donner en tout cas une place aux parents. On estime qu'il est vraiment essentiel qu'ils soient informés qu'il existe ce projet-là au sein de l'école. Chaque fois qu'on a essayé de faire des réunions, il a été extrêmement difficile de les toucher, de les voir ou de les sensibiliser. Donc c'est vrai que l'école essaye de faire passer un courrier ou d'en informer lors de réunions. On essaye de travailler vraiment en partenariat
sur la commune et au-delà, en fonction effectivement de ce qui est présent sur le territoire. Et effectivement, on essaye de voir avec l'école pour que ce projet d'animation puisse être intégré réellement dans leur projet pédagogique, ce qui est, je pense, soutenu par la circulaire maintenant. Alors, maintenant au niveau de ce qu'on disait tout à l'heure par rapport aux professeurs, on a vraiment envie de lui donner une grande place, mais de pouvoir laisser aux élèves un espace de liberté. Et donc, on estime vraiment très, très, très important qu'ils soient présents au départ, qu'ils soient porteurs du projet, qu'ils transmettent, qu'ils précisent le projet, que les élèves ne soient pas prévenus juste la matinée qu'ils vont avoir cette animation-là, qu'ils soient là, présents lors de l'évaluation et qu'ils puissent nous permettre d'évoluer, en tout cas, dans le projet qu'on mène dans l'école. Voilà, je pense qu'on est au bout. Voilà, la conférence se termine. Je suis désolée, à mon avis, certaines personnes resteront sur leur faim. Mais alors, je vous propose, si vous avez des questions, de venir nous rejoindre sur le stand commun à WIP Wallonie, qui se trouve à quelques pas d'ici. Je vous remercie beaucoup pour votre participation.